RDC, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Après plusieurs heures de confusion et d'interrogation en RDC, la nouvelle est finalement tombée. Les élections prévues dimanche sont reportées au 30 décembre. Ils veulent nous prendre comme des marionnettes. Non, on ne veut pas des réponses. Qu'est-ce que ce report signifie pour les Congolais? Analyse et réaction dans ce journal. Ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Donc c'était prévisible que... C'était jour d'élection ce jeudi au Togo où l'on a voté pour élire les représentants au Parlement. Une élection qui s'est déroulée dans le calme. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Vous l'avez donc suivi de la voix de Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'exprimait ce jeudi à Kinshasa. Si l'on est désormais fixé sur la nouvelle date de la tenue des élections en République démocratique du Congo, il reste que ce report provoque évidemment la colère de l'opposition qui souhaite un départ rapide du président Joseph Kabila en place depuis 2001. Dans le sillage de ce report, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a pour sa part mis en garde contre toute escalade de la violence qui pourrait déboucher sur la commission de crimes graves relevant de la compétence de sa juridiction. Et pour les dernières nouvelles sur cette actualité, rendons-nous tout de suite à Kinshasa pour retrouver Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Anastasie Tudièche, bonsoir. Bonsoir, John. Quelle est l'ambiance qui prévaut là-bas en ce moment, notamment au niveau de la population, après l'annonce de ce report? Alors, concrètement, l'ambiance est plutôt calme. Il faut dire que l'annonce a été faite à 17h, c'est la fin de la journée travaillée. Donc, chacun était plutôt pressé de rentrer, en tout cas depuis là où je suis, à la Gombe, au centre-ville. Toutefois, c'est le mécontentement qui prévalait et au sortir de cette conférence de presse, deux personnes notamment vociféraient, hurlaient, l'une d'elles pleurait et criait aux élections volées et leur déception et leur indignation. Et c'est une indignation qu'a constatée également Abdourahmane Dia dans les rues de Kinshasa, plus précisément avenue Kasavubu. Justement occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous savions déjà que la CENI n'était pas prête pour les élections. Et quand nous disions que nous irions aux élections sans machine à voter, c'est parce que nous savions qu'il n'y aurait pas suffisamment de machines à voter. Et quand nous avons constaté qu'ils veulent utiliser notre position comme prétexte, c'est alors que nous avons dit que nous allons aux élections avec la machine à voter. Maintenant qu'ils disent de reporter les élections, nous ne sommes pas d'accord. Nous, les élections, c'est le 23 décembre. J'en appelle aussi à la communauté internationale pour que la communauté internationale ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous arrivons, le Congolais vient d'arriver à un moment très crucial et très dangereux. Nous parlons pour la jeunesse. Nous, on est déjà fatigués de ça. Ils veulent nous prendre comme des marionnettes. Nous, on ne veut pas des reports des élections. Nous, on attend le 23. Le 23, on va aller voter. Et on a besoin de changements. C'est ce que nous, on veut. La jeunesse a besoin de changements. Donc, le 23, on part voter. Le vote qui est donc désormais prévu le 30 décembre. Retournons avec Anastasie Tudièche. De l'autre côté du pouvoir, que pense-t-on? De l'autre côté du pouvoir, c'est-à-dire, John? Je vais dire, que pense le camp du pouvoir, le représentant de la majorité à cette élection? André Alain Toundou, que j'ai joint tout à l'heure, m'a dit, alors je le cite, que la majorité présidentielle prenait acte de cette décision qu'elle juge d'une autorité venant d'une autorité compétente et qui est transmise dans une grande transparence. Monsieur Atoundou d'ajouter que la majorité présidentielle va tenter de mettre à profit cette semaine
supplémentaires pour mieux mettre en valeur son candidat. Et j'ai nommé Emmanuel Ramazani Shadari. J'ai pu joindre également l'UDPS, John, et on peut l'imaginer, c'est un autre son de cloche. Maître Peter Kazadi, qui est le directeur adjoint du cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de la coalition Cash, nous a dit dénoncer l'irresponsabilité de la position de la CENI. Une république, a-t-il ajouté, ne doit pas fonctionner avec des mensonges d'État. Et il a conclu en appelant les Congolais à la vigilance, à rester debout pour faire en sorte que les élections aient lieu. Anastasie Tudiège, correspondante de VO Africa Kinshasa, merci d'avoir été avec nous. À présent, accueillons nos invités pour une analyse plus approfondie de cette actualité. Nous avons ici sur le plateau Gilbert Mundela. Merci d'être venu. Vous êtes conseiller de Félix Tshisekedi. Vous êtes basé ici aux États-Unis. Et à Kinshasa, au téléphone, nous avons Marie-Josée Ifoki. Elle est candidate à la présidentielle. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir. Alors je vais commencer par vous madame Ifoki, puisque vous êtes candidate. Est-ce que ce report vous arrange? Bon, le problème n'est pas que le report m'arrange personnellement ou pas, mais lors de toutes mes interventions, je l'ai dit haut et fort que la CENI n'était pas prête. Et voilà, aujourd'hui, la CENI me donne raison tout simplement. Et donc, un jour de plus pour pouvoir reporter ces élections doivent être inadmissibles. Nous avons réfuté la machine à voter, nous avons réagi contre le fichier électoral corrompu, nous avons réagi par rapport aux candidats de la majorité qui bafouent toutes les lois et qui, depuis le 8 août, bat campagne aussi au vu de tout le monde, sécurisé aussi au vu de tout le monde. Donc voilà, nous sommes dans un processus électoral biaisé. Et nous avons eu à le dire, et dernièrement, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons adressé un courrier au président Nanga pour lui demander que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions rechercher un consensus, parce que nous allons tous de manière dispersée, et il fallait absolument qu'on s'assoie comme des responsables et que nous puissions trouver une solution. Et le président Nanga n'a voulu guère répondre à notre courrier. Alors, aujourd'hui, il y a eu cette rencontre-là où on a invité les candidats présents. Je pensais qu'il y aurait une grande discussion. On lui a demandé justement que nous puissions nous revoir ce soir, que nous puissions nous asseoir et donner aussi les conditions de manière à pouvoir satisfaire le peuple congolais. Alors, madame, restez avec nous. Madame, restez avec nous, le temps pour nous de suivre les réactions de 2 autres candidats à cette présidence. OK. Il y a des conditions qui ne sont pas remplies à ce stade ici et qui pourraient conduire au report donc, de la date d'élection, notamment, par exemple, d'abord la question de la machine à voter. Cette question continue à diviser l'opinion publique. Il faut qu'on arrive à un consensus là-dessus. Mais en plus de cela, il y a eu 8000 machines qui ont été détruites dans un incendie. Alors, si on a détruit 8000 machines dans un incendie overnight, je ne vois pas comment cela peut être remplacé juste soudainement comme ça, comme si rien n'était. Quand on a 80 000 points de vote, il faut que l'organisateur soit en mesure de finir ses préparatifs 1 mois avant l'opération de vote, ce qui n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui. Donc c'était prévisible qu'on allait aboutir à cette situation. Alors Gilbert Mundela, vous êtes conseiller de Félix Tshisekedi. On a suivi ses réactions tout à l'heure. Est-ce qu'au vu des arguments que la CENI a invoqués, est-ce qu'elle avait autre choix que celui de reporter ce scrutin? Mais vous savez que la CENI vient de faire montre de son incapacité que nous décrions depuis toujours. Si nous avions demandé une transition sans Kabila, c'était parce que nous savions que M. Kabila n'était pas prêt et ne veut pas organiser les élections. Je ne pense pas que dans les 7 jours qu'il a négocié ou proposé, il puisse obtenir un changement parce que le travail à faire est encore énorme. Et aujourd'hui, la CENI ne nous dit pas réellement ce qui se passe. On prétend que c'est les machines brûlées à Kinshasa qui font ce report-là, mais c'est plus profond. Et s'il faut qu'il y ait un report, il faut que la communauté internationale soit impliquée dans tout ce qui va se passer. On lui a offert cela, il a refusé. Kabila a menti à toute la population qu'il va organiser des élections crédibles, que notre souveraineté est en jeu.
Aujourd'hui, nous constatons que c'était des affubulations. Alors, Madame Ifoki, report d'élection ou pas, quelles sont les chances de l'opposition à laquelle vous appartenez de remporter la présidence en 2018? L'opposition a toutes les chances. J'ai toujours dit, même si nous allons les 20 candidats contre le dauphin, nous allons le battre. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un acquis, puisque le peuple veut un changement. Mais nous déplorons le comportement de la CENI. Et quand nous regardons ce report, nous voyons clairement que dans une semaine, on va nous raconter, on va nous dire que c'est telle personne qui a gagné les élections et nous refusons cela. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai demandé à la CENI, au président Nanga et son équipe de démissionner. Alors, merci, Madame Ifoki. Gilbert Mundela, est-ce qu'une semaine de plus, ce n'est pas une bouffée d'oxygène pour l'opposition, justement, de convaincre, et même le pouvoir, de convaincre les électeurs? L'opposition a déjà convaincu les électeurs. Avoir l'engouement public qu'il y a eu, ça a dépassé même les attentes de M. Kabila et toute son équipe, qui était surprise de voir que l'opposition est parvenue à mobiliser si massivement. Aujourd'hui, nous sommes à point de dire que nous sommes confiants que les élections, si elles étaient crédibles et transparentes, l'opposition va gagner la main haute. M. Kabila cherche une voie pour essayer de se maintenir encore au pouvoir, ce que nous n'allons pas accepter. Après avoir menti au peuple qu'ils allaient organiser des élections crédibles, qu'ils n'avaient pas besoin de la communauté internationale, ils sont tout d'abord allés vers la communauté internationale pour négocier qu'il y ait ce report, au lieu de tout d'abord appeler les fils du pays pour dire « ce sont vos élections, qu'est-ce que nous faisons ?» Ils sont allés vers la communauté internationale. Ceci démontre que M. Kabila et M. Nanga ne sont pas prêts à faire des élections. 7 jours en plus, ce n'est pas la mer à boire, mais ils ne sauront rien faire pour changer la donne. Alors, Madame Ifoki, quel est votre plan d'action dès maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons mettre la pression et tout simplement pour pousser Corneille Nanga et son équipe à démissionner parce qu'ils ne peuvent plus conduire ces scrutins. Ils ont perdu toute crédibilité, nous n'avons pas confiance. Et donc, en plus, je voudrais rajouter justement, lorsque nous disons non-ingérence et que nous allons d'abord poser la question aux ambassadeurs, à la communauté internationale, il y a un souci. Alors qu'ils ont refusé que la communauté internationale puisse observer ces élections. Alors pourquoi leur demander leur appui ou leur avis par rapport au report des élections? Donc, merci, Madame. Toute cette semaine, mettre la pression au président Corneille Nanga, enfin qu'il soit digne et qu'il démissionne. Gilbert Mundela, conseiller de Félix Tshisekedi, Marie-Josée Ifoki, candidate à la présidence. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Autre pays, autre élection, les Togolais, eux, ont voté ce jeudi pour élire leurs représentants au Parlement. Au total, 8 490 bureaux de vote ont été mobilisés pour permettre aux 3 155 837 électeurs d'accomplir leur devoir civique. Une élection qui s'est déroulée dans le calme, nous dit notre correspondante à Lomé, qui a fait promener sa caméra dans quelques centres de vote dans la capitale togolaise. Kaï Lawson. 16h temps universel, les bureaux de vote sont fermés, place au dépouillement des bulletins sous le regard de quelques électeurs. Les législatives de ce 20 décembre n'ont pas drainé grande foule à Lomé, constat fait dès l'ouverture des opérations. Il n'y a pas assez d'affluence, je me dis ça doit être le stress de la population. On n'a pas eu de problème ni avec les candidats, ni avec les membres du bureau de vote. Loin des considérations politiques, affirme-t-il, ces Togolais sont venus voter pour des raisons particulières. Je suis très fier d'avoir accompli mon devoir civique. Si vous savez, voter n'est pas un acte politique, mais c'est un acte citoyen. On a décidé de venir voter parce que nous voulons l'épanouissement du pays. Et main dans la main. On ne tient pas compte de partis pris. Nous avons le même sang, donc soyons toujours Togolais. Les législatives de ce 20 décembre ont été supervisées par 3 418 observateurs, dont 203 internationaux, venus d'institutions comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente et la CENSAD. Une élection qui s'est déroulée sans incident à Lomé et sous une grande surveillance militaire. Kaï Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. La Côte d'Ivoire réclame le retour de plus de 20 000 objets d'art. Nous verrons dans ce journal comment elle compte les accueillir. Dans notre série Nous Congolais relative aux élections en RDC, nous suivrons ce soir la vie d'une restauratrice qui a du mal à joindre les deux bouts. Et puis en sport, nous irons à la découverte d'une femme qui a décidé de défier les normes sociales pour s'imposer dans une discipline, le culturisme. Et nous poursuivons avec Nous, Congolais, notre série entamée cette semaine en rapport avec les élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous rendons à Kinshasa pour faire la connaissance de Mbomba Marie-France, une restauratrice de 42 ans qui a du mal à joindre les deux bouts. C'est le 3e épisode de Nous, Congolais. D'abord, on a fière d'être congolaise pour nalinga pembo kango nalingia ngopo naza congolaise na koto boya mboka nangate comme pe batu mususu aza ivoirien aza gabonais a koto boya mboka na été. Bon, ba problème en réalité ndenge zaka ba jour mususu vente sami malamu te ozotala mais il faut ajouter banini barepa mususu o bato bazana ngo besoin alors soki ezalaki esilaki malamu te oza obligé kopesa ngo bana balia il faut soma mususu alors so mbongo eza te nde okozana problème. Bon nasepela te na RDC na baproblème mususu ndenge eyaka na bato na société conjoncture place à kovanda bien eza te tantôt mbula ebeti baérosion bato mosusu bakufi. Donc ça a capacité. Mais si on vivre dans conditions très mauvaises, suite il y a un manque de moyens financiers. Responsable des alliés, le gouvernement, des angwana, bazo, bakenda kapé ailleurs. Batala kapé pas baninga msune babongisi, des bazo sala. Vie sociale, makamyo soya bamboka na bango bakoki pe ko s'adapter na ndenge wana mais volonté zate yangwana to akizaka bango toujours le gouvernement. Ce qui n'a commis présidente de la République démocratique du Congo eloko ya liboso na kolinga mingi vie sociale et bonga po bato nyonso bazala standard. Vie sociale et bon, bato nyonso bazala même diapason difficultés à la té bazala vraiment donc à l'aise. Bazala à l'aise. Pour na leader oyo aza koya toza kozela mboka ezala malamu. Oyo ba erreur ou be ba erreur oyo peuple moni na gouvernement oyo ye lokola koya a effacé un gouvernement à la satisfait et puis par-ci par-là ndenge baninga musu baza kokufa kimia ezala guerre ezala te po biso nyonso tozala na vie sociale ezala ya malamu comme ça tokende liboso. Après une année na élection na RDC nazo comment na futur eroza malamu toko émerger na makamwa malamu eza pe na ba pays mususu déjà basi ba avancer nango biso pe photo tia pas to koma ndenge moko na bango comme ça peuple ya kosepela. Nous, Congolais, donc. En Côte d'Ivoire, pas moins de 20 000 objets d'art sont irrégulièrement sortis du pays depuis des années. Une richesse culturelle dont le gouvernement réclame aujourd'hui le retour. Et pour les accueillir, le pays compte construire une dizaine de musées
à travers l'étendue du territoire. Des précisions à Abidjan avec Georges Ibrahim Tunkara. Au musée des civilisations des Côte d'Ivoire, on salue l'annonce par le président Emmanuel Macron de la restitution par la France de milliers d'œuvres d'art pillées notamment pendant la période coloniale. La Côte d'Ivoire a plusieurs œuvres, des milliers d'œuvres disséminées un peu partout dans le monde. L'État de Côte d'Ivoire est entré en contact avec l'ambassade de France. La question de la restitution fait appel au droit et la Côte d'Ivoire essaie de voir qu'est-ce qui pourrait arranger toutes les parties. En vue de la conservation, de la gestion et de la sécurisation des œuvres qui lui seront restituées, le gouvernement ivoirien a déjà pris une série de dispositions. Dorénavant, la personne qui va se rendre coupable d'un objet volé peut faire la prison. Il y a aussi un projet de décret qui est en cours pour la mise en place d'un comité national de restitution. Le musée, c'est plus de 15 000 pièces. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris la décision de construire un nouveau musée, un grand musée pour l'année 2020. De nombreux Ivoiriens saluent également l'annonce par la France de la restitution de ces œuvres d'art. Je suis très bien content pour le retour des biens culturels africains. Moi, je suis du Nord. Mais j'ai remarqué qu'il y a certaines zones du Nord, tous les biens culturels se trouvent en Europe. Tout ce qui nous a été pris, il faudrait que cela nous revienne pour que nos enfants aussi puissent connaître la valeur de ces choses-là. Selon le gouvernement ivoirien, au moins 50 musées en Europe et en Amérique détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 œuvres d'art appartenant à la Côte d'Ivoire. Et c'est l'heure de retrouver Yacouba Ouedraogo pour les sports. Yacouba, on commence par le Sénégal. Le Sénégal qui reste en tête du classement des équipes africaines pour ce qui est du classement FIFA. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, le Sénégal termine l'année en tête du classement FIFA Zone Afrique. Les Lions de la Teranga, repassés devant la Tunisie le mois dernier, finissent 2018 en tête comme l'année dernière. Les Aigles de Carthage sont deuxième devant le Maroc qui complète le trio au niveau mondial. La Belgique, disons, troisième à Russie 2018, devance les champions du monde français, tandis que le Brésil referme le podium. Leader il y a un an à la même époque, l'Allemagne pointe à une triste 16e place à l'issue des derniers mois difficiles et d'un mondial chaotique. Et puis, Naples a tranché, Kalidou Koulibaly ne bougera pas cet hiver. Le président du club italien a scellé le sort de l'international sénégalais. Dans les colonnes du Corriere del Messaggero, on ne vendra pas Koulibaly en janvier, a assuré le dirigeant. Avant de nuancer, mais le moment viendra où l'on ne pourra pas refuser une autre offre indécente. Manchester United aurait proposé 105 millions d'euros, mais le Napoli a fixé la barre à 150 millions pour Kalidou Koulibaly, désormais reconnu comme une référence à son poste. Le défenseur central est courtisé par les plus grands clubs européens. On finit avec cette bonne nouvelle. Ça va mieux pour Belanda, touché aux ischio-jambiers en sélection le 16 novembre et annoncé indisponible jusqu'en 2019. Younes Belanda est en avance sur son temps de rétablissement. Le milieu offensif a repris l'entraînement avec Galatasaray et le Marocain pourrait même postuler à une place dans le groupe qui défiera Sivasspor dimanche pour le dernier match avant la trêve internationale. Voilà donc pour les sports. John. Merci Yacouba Ouedraogo. La culturiste Dina Abdel Maksoud est l'une des premières femmes égyptiennes à remporter un trophée d'or dans un championnat international de bodybuilding en Ukraine. Âgée de 21 ans, elle a passé ses 8 dernières années à défier les normes sociales et s'imposer dans cette discipline considérée jadis comme un sport masculin. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dès son réveil, Dina n'a pas une minute à perdre. Une petite mise en forme chez elle, puis direction la salle de gym. Le travail acharné, c'est ce que je mets en pratique dès lors que je prends une décision pour aller de l'avant. C'est comme ça que j'ai toujours fait pour obtenir les résultats que je m'étais fixés. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me battre et combattre tous ceux qui me critiquaient ou ne comprennent pas ce que je fais.
Dinan avait 11 ans lorsqu'elle a pris sa première barre et a commencé à s'entraîner. Lorsque son corps a commencé à changer, des commentaires indésirables ont rapidement suivi, mais elle a gardé ses ambitions. Ne laissez personne vous briser. Que vous soyez une femme ou un homme, si vous travaillez dur, vous réaliserez vos rêves. Alors ne laissez pas les gens vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ne laissez personne limiter vos ambitions. Rêvez grand et vous y arriverez certainement. Elle passe en moyenne 2 heures par jour au gymnase, mais lorsqu'elle se prépare pour une compétition, elle consacre presque 2 fois plus de temps à l'entraînement. En plus, Dina suit également un plan de nutrition strict visant à augmenter la masse musculaire, un exploit qui n'est pas facile selon son entraîneur. Elle a travaillé très dur et a atteint un très bon niveau en si peu de temps. En une semaine à peine, elle a remporté 2 médailles d'or. Ce n'est pas chose facile. La jeune culturiste a remporté la première place lors des 2 dernières compétitions internationales auxquelles elle a participé. Elle était la plus jeune compétitrice sur scène et a été jugée sur sa silhouette générale et sur son physique athlétique. À présent, un tour dans l'univers robotique avec Z6, un robot conçu pour être utilisé en cas d'urgence afin de fournir des informations aux équipes de secours. En le faisant plus petit, on lui permet d'aider à localiser les victimes après un séisme ou de pénétrer dans un bâtiment en flammes. Ces concepteurs basés à Hong Kong affirment qu'il pourrait également être utile dans l'espace, sur d'autres planètes ou dans des environnements dangereux sur la Terre, comme des centrales nucléaires. Voilà, un robot qui pourra donc être utile. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain. Mais d'ici là, demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.